Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine et on va vous donner faim aujourd'hui, ou peut-être pas d'ailleurs, vous allez voir, vous nous direz peut-être. On va parler de la cuisine dans les séries, bah oui, puisque la nouvelle saison de The Bear, elle arrive sur Disney+, c'est le 26 juin qu'elle commence. Donc voilà, ça m'a donné envie un peu d'explorer la représentation de la cuisine et plutôt surtout des cuisines, des restaurants sur nos écrans. On va parler à la fois des restaurants gastronomiques, des chefs, et puis il y a aussi des petits boui-boui qui font de la street food qu'on aime bien. C'est un peu crado, mais parfois ça donne très envie quand c'est bien filmé. Pour ça, j'ai deux invités de choix avec moi pour aborder ce thème. D'abord, Nora Boisouni. Salut Nora. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va. J'ai déjà faim. Eh bien très bien, ça va nous donner un bon thème. C'est un peu l'émission parfaite pour toi, je l'ai presque conçue sur mesure, Voilà. on va dire ça. Puisque donc tu es, faut-il le redire, présidente de l'association des critiques de séries, mais en plus, tu écris des livres sur la cuisine. Il paraît. Sur l'alimentation. Sur l'alimentation, et le dernier sur les cuisines, on va dire au sens large, puisqu'il s'appelle Violence en cuisine, c'est une omerta à la française pour le sous-titre. C'est paru aux éditions Stock. C'est une vaste enquête que tu as menée sur les violences verbales, physiques, sexistes, dans le milieu de la restauration, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc des centaines de témoignages. Il y en a une cinquantaine dans le bouquin, 4 ans d'enquête, pour que les gens sachent enfin ce qui se passe dans les coulisses des restaurants où ils ont la chance de pouvoir manger. Et je pense que tu me diras que ce qu'on voit dans The Bear n'est pas exagéré du tout, Hélas. voire peut-être même sous-estimé. Et en face de toi, il y a Margot Barallon. Salut Margot. Salut. Comment ça va Margot? Bah ça va, mais moi j'ai pas écrit de livre. Elle n'a pas écrit de livre, pas encore, ça ne saurait tarder. Journaliste indépendante, en revanche, t'as pas le temps d'écrire des livres parce que t'écris partout ailleurs. Spécialiste des séries, je rappelle, on peut te lire dans 3 couleurs, Je bouquine, on peut te voir aussi sur Filmo, sur Sorociné aussi. Et montre sur France Inter. Et on t'écoute sur France Inter, voilà, c'est les 5 sens. Tu es partout à la fois, si tu étais dans le monde de la cuisine, tu serais la chef, le second, le commis, et peut-être même à la plonge de temps en temps. Je sais pas, mais vu ce qui est décrit dans le livre de Nora, je dirais que j'aimerais bien plutôt être la chef quand même. La chef, tant qu'à faire. Voilà, un super duo quand même pour une super émission, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on va parler de la cuisine dans les séries. Et un petit coup de gueule quand même pour commencer, parce que j'avais quand même prévu cette émission pour coller, je l'ai dit, à la saison 4 de The Bear qui sort sur Disney+. On aurait adoré vous dire ce qu'on a pensé de cette saison 4, après avoir vu les 3 premières, qui est censée donc raconter la suite, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas tout vu, des aventures culinaires de Carmy, Sid et Richie qui ont donc ouvert leur restaurant. Sauf que voilà, aucun d'entre nous n'a pu voir la série qui sort pourtant dans 2 jours. Normalement, voilà, le processus habituel, c'est que les plateformes envoient des épisodes en avance pour que les critiques de séries comme Nora, comme Margot, puissent faire leur travail, préparer, faire des interviews éventuellement, préparer leur papier, leurs analyses, etc. Sauf que là, nous sommes à 2 jours de la sortie et nous n'avons rien reçu. Nous sommes à 24 heures de la sortie. 24 heures même, si on s'en tient aux horaires. Voilà, on n'a pas reçu les épisodes. Voilà, on ne blâme pas ici les attachés de presse qui bossent avec nous en France, qui n'y sont pas pour grand-chose. C'est plutôt la maison mère aux États-Unis qui n'envoie pas. On se doute bien qu'aux États-Unis, les critiques de séries, eux, ont eu certains épisodes. Nous, on n'a rien, c'est dommage. Donc, on ne pourra pas vous dire ce qu'on a pensé de la saison 4 de The Bear. Elle est sans doute très bien, peut-être pas d'ailleurs. Vous le verrez en la regardant. On en reparlera peut-être dans une autre Et émission. nous aussi d'ailleurs, on le verra en la regardant. Voilà. Donc, on refera peut-être une émission quand la saison sera finie pour vous dire ce qu'on en a finalement pensé. Ceci étant dit, on va quand même parler donc de la cuisine dans les séries. Et The Bear reste quand même la référence. C'est la série qui fait beaucoup parler depuis quelques années. Quand on parle de cuisine, d'alimentation, voilà, tout ça, elle a fait un peu saliver les gens, elle a fait un peu moins rêver peut-être sur certaines saisons, pardon. Moi, j'avais beaucoup aimé la première, avec cette espèce de street food, ce magasin repris en famille, etc. Un peu dans le bordel permanent, mais voilà, c'était intéressant. J'ai un peu moins aimé les 2 suivantes sur le côté gastronomique. Est-ce que c'est une série qui vous plaît, à toutes les 2 déjà? Margot, pour commencer. Alors moi, j'ai aussi adoré la première saison, mais j'ai aussi beaucoup aimé la deuxième. Ok. Je trouve qu'ils avaient bien géré justement la bascule vers, en tout cas à ce moment-là, ils ont l'ambition de faire d'ouvrir leur nouveau restaurant gastronomique. Ouais. Et ce que j'avais beaucoup aimé dans la deuxième saison, c'était le côté de se focaliser sur chacun des personnages et montrer qu'en fait, la restauration, en règle générale, mais là, qui plus est, pour ouvrir un grand restaurant, c'est quand même un travail d'équipe. Et donc, il y avait quelque chose on se focalise sur finalement chacun des joueurs et chacun a son parcours. Par ailleurs, c'était quand même une saison beaucoup plus calme, à l'exception d'un épisode, que la première. Et moi, j'avais apprécié cette recherche d'apaisement et on aura l'occasion d'en reparler, mais il y avait notamment un personnage incarné par Olivia Colman qui a un tout petit rôle dans un épisode, mais que j'avais trouvé magnifique et qui était
justement un modèle de calme et de stabilité dans un océan et de violence et vraiment de stress et De tout chaos ça, et qui permanent. montrait qu'on pouvait faire de la cuisine. C'est une scène magnifique à base de champignons qui montrait qu'on pouvait faire de la grande cuisine sans être forcément un tyran ou une dictatrice. Et j'ai pas du tout aimé la 3e saison, précisément parce que j'ai l'impression qu'ils avaient fait comme si la 2e n'avait jamais existé et qu'on revenait à un bordel permanent et des relations extrêmement tendues, violentes entre les personnages, alors même qu'on nous avait montré qu'on était capable de faire un chemin. Ça n'a à la fois aucun sens, enfin, c'est à la fois douloureux à regarder et en même temps, ça n'a aucun sens, même au-delà du sujet qui est celui des cuisines d'un restaurant, ça n'a aucun sens en termes d'écriture de C'est un personnages. retour en arrière Voilà. total. Donc, pour moi, c'était un retour en arrière assez gênant. Nora, ton avis sur The Bear? Alors c'est compliqué parce que moi je regarde cette série avec un œil presque professionnel. Alors Ouais. je suis journaliste, je suis pas cuisinière, j'ai travaillé un peu en restauration mais j'étais plutôt en salle. J'avais beaucoup aimé, alors en fait on va en parler après, mais il y a très peu de séries sur le milieu de la restauration, vraiment, dans les cuisines en tout cas. Souvent le restaurant va être un prétexte pour montrer autre chose, pour raconter d'autres relations humaines, qui sont d'ailleurs très réussies dans certains cas. Donc moi j'attendais vraiment avec impatience cette série qui devait être une mini-série, rappelons-le quand même. Ça devait être vraiment une saison. Donc là on fait la vache comme on dit, ça fait quand même 3 saisons. Il y a eu un 4 tel saisons. succès d'un coup, ça a été un vrai phénomène. Ils se sont dit on va faire davantage. Donc j'attendais beaucoup de cette série peut-être et j'espérais que la fin de la saison 1 ne soit pas celle qu'elle a été. C'est-à-dire que, comme vous le rappeliez, on a une sandwicherie qui est dans un quartier qui est en pleine gentrification à Chicago, mais où il y a encore plein de gens qui vont chercher un gros sandwich avec de la viande, etc. Donc c'est une boutique de quartier, c'est un commerce de proximité. Tout à fait. Et Carmy débarque avec son CV étoilé où il s'est fait quand même défoncer par un chef qu'on revoit, qui est Joel McHale, qu'on voit régulièrement. Donc il y a un vrai trauma de ce travail dans les étoilés. Et on se dit, il va pas refaire ça. Il va pas se remettre dans ce genre de configuration violente et tendue, comme Margot le rappelait. Et à la fin de la saison 1, il dit « mon but, c'est d'ouvrir un étoilé ». Et donc moi, j'étais déjà vraiment dégoûtée. Je me suis dit, mais peut-être qu'il peut apprendre justement qu'on peut faire une autre forme de cuisine, que la cuisine peut être nourricière. Et donc rappeler qu'on fait ce métier en cuisine pour nourrir les autres. C'est du soin, en fait. Sans chercher forcément Sans l'étoile. chercher uniquement une forme de technicité, d'excellence et de parler aux gens comme à des objets, des machines. Donc j'avais aimé le début de la saison 1 parce que je pensais aussi qu'il y aurait à un moment une remise en question justement de ce modèle que lui instaure dans cette cuisine, sous couvert de vouloir réorganiser, parce que c'est un peu le bazar, c'est sûr. Donc discipline, rigueur, pas de problème. Dans tous les métiers, il en faut de toute façon. Mais là, il instaure ce qu'on appelle la brigade, donc c'est quand même un terme militaire, qui est extrêmement vertical. Et on lui donne du oui chef, même si tout le monde s'appelle un peu chef là-dedans pour un peu désamorcer la situation. Et pour finir, dans la saison 2, moi, ce qui m'avait beaucoup dérangé, j'ai détesté la saison 2. Vraiment. Contrairement à Margot, j'ai trouvé qu'en termes de réalisation, c'était très ringard et très, très inégal. Et puis la musique m'a vraiment... Waouh, c'est insupportable. Mais j'ai trouvé justement ce que disait Margot sur les personnages. Je trouve qu'on nous a fait croire qu'on s'intéressait à des personnages qui finalement étaient très peu complexes. Marcus n'existe quasiment pas dans cette saison, quoi. Il est caractérisé par la mort de sa mère. C'est quand même un épisode sur lui où il va en stage dans un restaurant. Bon, c'est quand même pas grand-chose. Mais pour finir là-dessus, je m'étais dit qu'on allait remettre en question ces rapports toxiques, ce management toxique de Carmy vis-à-vis quand même de beaucoup de gens dans la cuisine. Et en fait, il suffit qu'il fasse ça pour dire je m'excuse. Et en fait, apparemment, les comportements violents, maltraitants sont excusables. Il n'y a pas de remise en question, quoi. Donc, je n'aime pas du tout cette série. Effectivement, et puis c'est un peu, je suis d'accord avec Margot, le côté aggravé de la saison 3, où effectivement on sentait que ce personnage avait envie d'évoluer dans la 2 quand même un petit peu, malgré le carcan de la haute cuisine qui s'imposait à eux, donc l'excellence, la performance, la technique et tout. La saison 3 efface totalement ça et ça repart dans un chaos. Il y a le personnage de Carmy, mais moi c'est celui de Richie qui m'a le plus dérangé dans la saison 3. Donc Richie qui est un peu le chef de salle finalement, et qui est hyper violent. Alors tout le temps, vraiment dans la saison 1, c'était déjà c'était un peu l'antagoniste, quoi, celui qu'on a envie de détester. Celui qui insulte tout le monde. Voilà, je trouvais son parcours, moi, très intéressant dans la saison 2. Et là, en fait, la saison 3, on a l'impression qu'il n'a jamais fait son stage pour apprendre à. Je suis d'accord, par exemple, l'acteur qui qui l'incarne est assez. Moi, j'aime beaucoup cet acteur. Oui, moi aussi. Qui se donnait une légitimité dans la saison 2, de dire je peux devenir un chef de salle, je peux être quelqu'un qui est capable de gérer une salle sans que ce soit le chaos. Et en fait, la saison 3 était juste
enfer permanent où il est à la ramasse, il hurle sur tout le monde, c'est la faute des autres sauf de lui. Est-ce que c'est parce qu'ils se sont dit il n'y a plus assez de tension dramatique? Est-ce que si les gens deviennent sympas, il n'y a plus de série? Moi, j'aimerais bien comprendre en fait pourquoi ce retournement. Je sais pas parce que il y a évidemment la question de finalement est-ce que c'est pas quand il y a des tensions que ça fait une bonne narration. Mais en réalité, les tensions elles naissent d'autre chose. Dans la saison 3, il y a quand même tout un truc de Sydney qui est vraiment la chef de cuisine en dessous de Carmy, qui se demande en fait si elle va pas partir parce que c'est le bordel. Et c'est là où j'apporte une petite nuance sur la saison 2 par rapport à Nora, c'est que je trouve que ce personnage quand même interroge très régulièrement le fonctionnement et dit à Carmy en fait tu peux pas nous traiter comme ça. Et dans la saison 3, elle hésite, on lui propose en fait un autre travail et elle se dit est-ce que je vais partir ou est-ce que je deviens associée carrément. En fait, je suis désolée, pour moi, ça suffit à faire de la tension dramatique, du rebondissement. On n'est pas obligé, j'aime pas le terme, mais c'est le cas pour moi dans la saison 3, d'être hystérique en permanence. Cette saison est hystérique. Que des gens qui hurlent et qui t'envoient des assiettes à la gueule, qui s'enferment dans la chambre froide, etc. En quoi, toi qui as du coup enquêté sur les coulisses de la restauration, de la haute, notamment de la grande cuisine, ce qu'on appelle la grande cuisine, en quoi ça alimente les clichés cette série? Est-ce que ça les alimente déjà? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on retrouve dans The Bear des choses qu'on voit en fait dans la réalité des cuisines? C'est intéressant parce que des gens qui connaissent un peu le milieu, qui travaillent pas, mais des journalistes culinaires, etc., m'ont dit oui. Parce qu'il ne faut pas croire que les gens de la restauration regardent cette série, parce que c'est comme aller au travail. Je veux dire, c'est insupportable. C'est des gens qui vivent déjà un stress permanent, qui travaillent 70 heures par semaine, qui se font hurler dessus. Ils ne vont pas regarder une série où on est en tension comme ça. Il n'y a que nous, les gens pas dans la restauration. Précisément pourquoi je n'ai jamais pu regarder The Morning Show, par exemple. Voilà. Oui, mais c'est ça, les journalistes regardent les journalistes, quoi. Donc il y a des gens qui me disent ah, mais quand même, non, je trouve pas que ça romantise les violences, je trouve pas que ça les normalise. Moi, je trouve que si. En fait, j'estime qu'une critique aurait pu être possible justement en montrant que, en fait, pardon, mais on ne peut pas avoir un restaurant du calibre de celui de la saison 2 sans exploitation. Soyons clairs, les restaurants étoilés, notamment 2 et 3 étoiles, ne peuvent pas, par ce qu'ils demandent dans l'assiette comme travail aux gens en cuisine, faire travailler des gens 43 heures, qui est la durée légale en France. Donc, aux États-Unis, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, c'est le modèle français qui est appliqué dans les restos gastro. Oui, aux on États-Unis. reste la référence. On reste dans ce truc très en vertical. En termes de droit du travail, on peut penser que c'est encore pire aux États-Unis. Voilà. Donc, moi, j'aurais aimé qu'il y ait une critique. C'est-à-dire que, en fait, j'aurais aimé que Jack soit une mini-série, voilà, comme ça, on se réglait, mais qu'il n'y ait pas cette bascule vers l'étoilé. Ou alors, que justement, pour le drame, la deuxième saison sur on ouvre un resto étoilé, on se rende compte, qu'il et elle se rendent compte qu'on ne peut pas avoir un restaurant comme ça sans management toxique, sans respecter le code du travail, etc. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à Sydney, parce que dès la saison 2, en fait, elle se demande très vite si elle va partir. Et elle lui dit à plein de reprises. Donc il y a une forme d'emprise, parce qu'elle vient là parce que justement, Carmy a un super CV dès la saison 1, elle vient en disant... Je sais qui vous êtes, je veux que vous m'appreniez des choses, quoi. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait une critique de ça. Et on n'en a absolument pas, je trouve. On voit que c'est traumatisant pour Carmy avec les flashbacks qui reviennent et la façon qu'il a de gérer ses équipes de façon catastrophique, quand même. Mais il n'y a pas réellement de critique. Et justement, on a encore cette idée que les violences sont justifiées par une forme d'excellence et de rigueur. Et... sur le personnage de Sid, moi justement, j'aurais trouvé ça intéressant qu'elle claque la porte en fait. Qu'elle dise en fait, ce qui se passe dans la saison 4 qu'on n'a pas vu. Voilà, on n'a pas encore eu. En tout cas, à la fin de la saison 3, elle reste la chef de cuisine du restaurant. Dans ce qu'on a vu des teasers de la saison 4, elle travaille toujours dans le restaurant. Alors ça peut être les teasers, il y a peut-être des images que des 2 premiers épisodes. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant, peut-être en climax de la saison 3, qu'elle dise en fait, tu reproduis toujours les mêmes erreurs. Tu nous parles toujours aussi mal. Moi, j'ai une belle proposition à côté. Je ne sais pas si ce sera mieux, mais j'en peux plus de toi, je me casse. Et ça aurait peut-être induit une nouvelle arche narrative qui aurait pu être une critique peut-être plus explicite, en tout cas, des violences en cuisine. Au-delà de The Bear, tu l'as dit, il n'y a pas énormément de séries qui parlent de cuisine. Il y en a une autre que j'ai quand même envie de mentionner, c'est The Chef, série britannique de quelqu'un qu'on aime beaucoup dans cette émission, parce qu'il a par ailleurs fait une série récemment très très bien qui s'appelle Adolescence. C'est Stephen Graham qui a coécrit et qui joue aussi dans The Chef, série britannique qui était issue d'un film déjà, qui pareil montre un peu la même chose. C'est une variation sur le même thème. À savoir les cuisines ou coup de feu, c'est toujours un peu... Oui, mais je trouve que The Chef présente d'autres aspects, enfin Nora saura sûrement mieux que moi, mais qui sont très intéressants, et notamment celui de l'addiction. On sait que c'est un fléau en cuisine.
addiction à la drogue, à l'alcool. Et là, en l'occurrence, en fait, dans le film, le chef qui est joué par Stephen Graham fait erreur sur erreur parce que il est alcoolique. Et en fait, la série est la suite de ça. Et il est remplacé par sa seconde, me semble-t-il, dans la série. Et donc, moi, je trouvais assez intéressant d'aller sur ce terrain-là aussi. Et j'ai l'impression que ça romantise peut-être un peu moins ce qui se passe. C'est aussi une série très, très stressante, c'est clair et net. Mais là, pour le coup, il y a vraiment une violence qui me paraît être jamais justifiée. Nora ? Moi, je trouve que cette série, je rejoins tout à fait ce que Margot vient de dire, je trouve que cette série, elle met l'accent sur le travail. J'ai l'impression que dans The Bear, on a oublié un peu ça. Moi, ce qui m'intéressait dans mon bouquin, c'est de montrer qu'il y a du travail et des travailleurs et travailleuses dans les cuisines et qu'on a une assiette incroyable et qu'en fait, il y a quelqu'un qui a décortiqué un truc minuscule pendant 4 heures, quoi. Bon, voilà, il faut se souvenir quand on le mange en 4 secondes. Mais effectivement, dans la suite du film, qui d'ailleurs était un des seuls films en plan séquence de l'histoire du cinéma, donc réalisé par Philippe Barantini, qui lui-même a été chef exécutif, donc qui connaît très très bien le milieu de la restauration, ça se voit. Et je trouve qu'on mettait les travailleurs travailleuses au centre, justement, du récit, et on montrait, ce que disait Margot au tout début, l'aspect collectif d'une cuisine. Je trouve qu'il est très très bien montré dans à la fois le film et dans la série, qu'il suffit d'une erreur d'une personne pour que ça foute le sbeul, pour le dire comme ça, et aussi de montrer qu'il y a une vraie cohésion de groupe, qu'il y a des beaux moments. Mais dès le début, dans la série The Chef, la seconde, qui donc elle est devenue la chef du restaurant, elle met des barrières, elle dit ça n'est pas possible en fait. Donc on voit aussi que comment on peut manager une telle équipe, une telle brigade dans un restaurant quand même très haut de gamme. Et puis je tiens à souligner que c'est aussi un film et une série qui met l'accent sur la responsabilité du supérieur quand c'est la petite main qui merde. Parce que comme dans tous les métiers en réalité, mais ça doit être vérifié par quelqu'un qui a plus d'expérience généralement, en tout cas qui est plus capé, en tout cas qui est mieux payé aussi. Le rôle du chef. Et donc voilà, il y a je trouve que c'est une série qui montre bien que la hiérarchie, elle implique des responsabilités plus fortes en réalité pour les gens qui sont au-dessus, ce qu'on a tendance parfois à oublier avec le management actuel. Est-ce que vous avez en tête, vous qui regardez beaucoup de séries, justement des séries qui montreraient la cuisine un peu différemment, où ce ne serait pas le coup de feu permanent avec du stress, des trucs qui tombent, des gens qui s'engueulent. Ah oui, il y a une série qu'on aime toutes les deux beaucoup. Moi, c'était Ma-Canaille sur Netflix, où c'est l'histoire donc la Ma-Canaille, c'est la cuisinière en fait des maisons de geisha, des maisons des apprentis geisha. Donc c'est une série japonaise signée Koreeda quand même, excusez du peu. Et c'est hyper intéressant. En fait, c'est vraiment, pour le coup, je trouve une série scopophilique, c'est-à-dire le plaisir de regarder. Alors, mais ça m'a donné faim. C'était horrible. J'ai eu envie vraiment d'écumer les restos japonais pour retrouver les plats que, par ailleurs, je ne connaissais pas. Et là, il y a vraiment un truc très, très doux dans cette série, dans la cuisine. Et c'est la cuisine réconfortante et nourricière dont parlait Nora. C'est une de mes références, Margot le sait. C'est, comme tu le dis, c'est la cuisine nourricière. On n'est pas dans un établissement commercial. Donc on a ces deux meilleures amies qui veulent toutes les deux devenir geisha à Kyoto. Il y en a une qui se rend compte que bon, elle est peut-être pas faite pour ça. Et donc elle prend la place parce que la Ma-Canaille précédente part. Et donc elle essaye de cuisiner pour faire plaisir à tout le monde, à toutes ces jeunes filles qui viennent de plein de coins différents du Japon. Et elle leur fait des spécialités de leur région. Parce que le mal du pays, le mal de la région, quoi. Donc c'est d'une beauté, comme dit Margot, c'est réconfortant, c'est chaleureux, on la voit faire le marché. En fait, chaque épisode correspond à un ou deux plats, et on le voit dès le générique, en fait, ce plat apparaît, et c'est magnifique. Et ça me rappelle... Alors, en fait, les Japonais sont excellents pour parler de nourriture. C'est-à-dire que la France aime parler de chefs étoilés et de cuisine élitiste réservée à des privilégiés. Je trouve qu'au Japon, que ce soit les films, il y en a un paquet, je pense à Tom Popo aussi par exemple, ou même en Chine aussi, il y a des films incroyables, mais on sait montrer cet aspect nourricier. Et par exemple, moi je pense à la série adaptée du manga de Yaro Abe, La cantine de minuit, Meidan Diner, qui est dispo sur Netflix, où en fait donc c'est une izakaya qui est ouverte de minuit à je ne sais plus quelle heure du matin. Donc, izakaya, c'est les petits restos traditionnels, typiques japonais. C'est pas très grand. Les gens, ils viennent boire un verre, grignoter un truc après le travail, ou bien ils restent pendant des heures discuter autour de plein de verres. Et là, on voit une galerie de personnages qui viennent, qui discutent et qui ont tous un rapport avec un plat,
un produit alimentaire. Donc en fait, on a ce restaurant avec ce chef qui cuisine derrière son petit truc ouvert. Donc c'est pas du tout une brigade ni rien, il est tout seul, il fait quelques plats assez typiques. Et c'est un prétexte pour montrer des relations humaines, pour parler dont on s'est centré sur un ou plusieurs personnages par épisode ou une bande de personnages. Et donc c'est vraiment un prétexte pour montrer à quel point la relation humain-nourriture est très intime. C'est vraiment quelque chose de viscéral, de sensuel, charnel, familial. Donc moi j'aime beaucoup cette série parce qu'elle montre justement le rapport qu'on entretient à ça et que le restaurant finalement est un prétexte, ça pourrait être n'importe quel autre lieu. Alors on a parlé des cuisines anglo-saxonnes, on a parlé du coup, grâce à vos 2 recos là, de la cuisine plutôt japonaise. Moi je voulais qu'on parle juste un coup des séries françaises sur la cuisine, parce que paradoxalement on a beau être le pays de la cuisine, on en a très peu, en tout cas jusqu'à récemment on n'en avait même quasiment aucune. J'ai 2 exemples qui me sont venus en préparant l'émission. Il y a le feuilleton quotidien de TF1 Ici tout commence, qui se passe alors non pas dans un restaurant mais dans une école de cuisine, école de type excellence, qui est censée former les très grands chefs de demain. Donc on retombe dans cette idée d'excellence avec tout ce qu'implique de drama pour un feuilleton quotidien, des amourettes qui se finissent mal, des gens qui sont au bord de la crise de nerfs, etc. Voilà, des poils qui volent, ce genre de choses. Et puis un autre exemple encore plus récent, c'est Carême, qu'on a eu sur Apple TV+, donc série plutôt avec un angle historique cette fois, qui raconte le portrait romancé, un trait romancé même d'Augustin Carême, qui est considéré comme Antonin. Oui, j'ai dit quoi, Augustin? Antonin, appelons-le comme on veut. Antonin Carême, donc le premier chef de l'histoire, voilà, c'est un peu comme ça qu'il est souvent désigné en France dans les années 1800. Est-ce que c'est des propositions qui vous ont plu, vous, ça, par exemple? Alors moi, j'ai pas vu Ici tout commence. En revanche, j'ai vu Carême, qui est une très très mauvaise série. Alors, je lui reconnais une chose, c'est que pour le coup, moi, je trouve que les séquences en cuisine sont réussies en termes purement visuels. Il y a quand même là, pour le coup, donc, le réalisateur, c'est Martin Bourboulon, des premiers épisodes en tout cas, mais c'est ceux qui se passent le plus en cuisine. Qui a fait Les Trois Mousquetaires. Voilà, exactement. Et là, on sent qu'il a beaucoup de plaisir, qui plus est, en plus, dans un décor historique. Donc, vraiment, vous avez ces batteries de casseroles en cuivre. Enfin, moi, je trouve ça magnifique, pardon. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'en plus, il y a un côté invention des plats. On découvre, c'est le moment... Alors, Antonin Carême, il est connu pour ses pièces montées et pour avoir inventé le voile au vent. Enfin, voilà. Donc, c'est très romancé, mais il y a vraiment un truc sur les plats qui se créent et tout ça. Après, je trouve que c'est une très mauvaise série en termes narratifs et tout ça. Mais ce qui, pour rejoindre ce dont on parlait avant, sur la description de ce qui se passe en cuisine, là, pour le coup, alors, au-delà du fait que personne ne parle comme ça à l'époque, au début du 19e siècle, vraiment, il y a quelque chose d'insupportable à voir que c'est normal de traiter tout le monde de petites merdes. Vous êtes tous des merdes, allez les merdes, on y va. Enfin, vraiment, honnêtement, déjà, ça pique l'oreille parce que c'est dans un truc historique, mais en plus, là, on montre que c'est vraiment normal, en fait, de traiter les gens comme ça. S'il vous demande, il y a vraiment un personnage qui dit, si Antonin Carême vous demande de vous mettre à 4 pattes et de faire le chien, je veux pas en voir un seul debout. C'est quand même vraiment pas ce qu'on veut voir en cuisine. Et là, c'est montré comme étant une forme de légitimation de cette figure du chef. Pour Nora qui déteste le fait qu'on érige des chefs violents en héros, là vraiment on est en plein dedans. T'avais regardé Carême, toi, Nora? Alors, regarder est un grand mot. Détester. Plus que ça, j'ai hate-watché les 2 premiers et après j'ai dit non, c'est pas possible en fait. C'est trop. Je peux pas. Ouais, pour mon espérance de vie. On ne s'étendra pas sur Carême, n'allez pas regarder Carême, allez regarder plutôt les séries japonaises conseillées. Et je peux juste te donner une série. Alors parce qu'en fait, je pousse pour qu'elle soit diffusée en France à un moment donné. C'est une série australienne qui s'appelle Aftertaste. Il y a 2 saisons. C'est hyper bien. C'était en 2021. Il y a Rachel Griffiths de Six Feet Under qu'on retrouve dans un petit rôle pas si petit que ça là-dedans. Juste très rapidement, le pitch, c'est un chef étoilé, très 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 connu, très 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 caractériel, très 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 con, qui se prend un bad buzz, on va dire, sans vous dire quoi. Et donc, il est un peu cancel dans ce milieu parce qu'il a fait n'importe quoi avec un client. Et il retourne dans son village natal en Australie. Et il y a sa nièce qui est là-bas, le personnage est génial, l'actrice est super, c'est une nana très grande gueule, très féministe, mais un petit peu complexée, qui est pâtissière. Et ses meilleurs amis sont super. Et donc lui va là-bas, il est extrêmement arrogant, quelqu'un qui justement était porté au nu toute sa vie médiatiquement, etc. Donc vraiment l'arrogance, là. Il est infect avec tout le monde.
Et il veut retrouver un peu sa carrière, donc il veut essayer de rouvrir un restaurant dans ce village australien. Et donc, évidemment, le clash entre lui et sa nièce est très drôle. C'est une série qui est très, 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 très drôle et très émouvante. Aftertaste. Aftertaste, donc c'est l'occasion de la voir par des moyens que vous détournés ou autre, mais sinon, j'en appelle vraiment aux diffuseurs en France, parce que cette série est super. Bonne idée, éventuellement, d'achat pour les plateformes en France. Aftertaste. Je voulais qu'on termine juste en disant un mot, puisque moi, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, tiens, mais moi, qu'est-ce qui m'a provoqué des émotions quand je regarde de la cuisine sur les plateformes? Et ben, c'est pas dans les séries, c'est plutôt dans les. Enfin, c'est des séries, mais c'est dans les docus. Et notamment, je pense à 2 séries qui m'ont, moi, pas mal marqué visuellement et qui m'ont surtout fait saliver devant mon écran. C'est un peu l'intérêt. C'est la série Street Food et la série La Part du Lion, surtout. La série Street Food, son nom est assez clair sur ce qu'elle montre, c'est-à-dire la street food un peu du monde entier. Il y a une saison qui se passe en Asie, une saison en Amérique latine, etc., qui nous montre un peu les plats traditionnels revisités avec des cuisines de rue. Et puis La Part du Lion, c'est une série assez géniale, moi je trouve assez passionnante sur l'influence de la cuisine afro-américaine aux États-Unis, comment la cuisine importée par les esclaves pendant les échanges du XVIIe, XVIIIe siècle ont permis de construire la cuisine américaine, et notamment tout ce qui se fait au barbecue, ce genre de choses. C'était assez passionnant. Est-ce que, pour que ça vous fasse saliver, il faut qu'on sorte des grandes cuisines finalement? Est-ce que c'est cette cuisine-là qui nous donne envie aujourd'hui de voir, c'est celle-là qui nous fait rêver en tout cas, cette façon de faire la cuisine? Je sais pas, mais si on revient à The Bear, moi je trouve que la saison qui fait le plus saliver, c'est la première, et ils ont une sandwicherie un peu, comment dire, à l'arrache, extrêmement généreuse, mais donc un peu crado, on va pas se mentir. Le sandwich déborde, et vraiment, moi, ces images de légumes, de viande qu'on fourre dans le sandwich, mais complètement à la va-vite, mais ça donne trop faim, quoi. Et un peu plus, même s'il y a des choses très appétissantes par la suite. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre de l'immédiat et de la générosité, et même dans la manière de le filmer, et même en fait au son. Il y avait un super travail dans la première saison sur le son de ce que ça fait quand vous mettez vos oignons dans l'huile, dans la sauteuse. Enfin, c'est ça qui est génial. Nora, est-ce que la street food, c'est le moyen de réinventer un peu ça? Oui, parce que comme dit Margot, j'allais dire, c'est la générosité, c'est l'aspect nourricier, c'est l'aspect accessible, c'est l'aspect on nourrit le plus grand nombre et on a plaisir à le faire, et on remplit le ventre des gens, parce qu'en fait, on mange pour se nourrir en premier lieu, surtout, et pour vivre. Donc oui, effectivement, moi ça me fait pas rêver la haute gastronomie. En revanche, j'admire énormément le travail qui est fait dans l'assiette, parce que je sais comment il est fait en cuisine, donc j'admire d'autant plus ça. C'est très beau, mais je préfère une cuisine nourricière qu'une cuisine esthétique. Et ben voilà, c'est un bon mantra pour terminer ce débat sur la cuisine dans les séries, débat passionnant qui donne faim quand même malgré tout, ça commence à m'ouvrir l'appétit. Mais maintenant, on va nourrir votre culture. C'est les recos de la semaine. On termine donc avec 2 idées de séries qui n'ont a priori rien à voir avec la cuisine. Voilà, on va changer un peu de domaine. Je vais commencer avec toi, Nora. Tu voudrais nous parler de Big Mouth, série d'animation de Netflix qui se termine avec une 8e saison. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça fait beaucoup de choses à rattraper, mais c'est peut-être l'occasion justement. C'est pas forcément très connu, Big Mouth. Oui, et je comprends pourquoi c'est pas plus connu que ça. Alors, c'est une série pas pour les enfants, on va le dire tout de suite. Oui, c'est catégorie plutôt, série d'animation pour adultes. Ouais, adultes, mais, ou même adolescents, mais pas des enfants de 12-13 ans. Quoi. On va éviter de leur montrer ça. Encore que, il y a des épisodes justement sur la sexualité qui sont très intéressants, sur le consentement aussi dans cette dernière saison. Donc c'est une série d'animation qui est drôlissime, qui se passe d'abord dans un collège, avec donc, on les voit, avec plein de personnages, des filles, des garçons, qui abordent plein de questions liées à l'adolescence. Et qui est une série qui dit les choses, dit les termes, comme disent les gens plus jeunes que moi. Parce que là, ça me fait vieillir de dire une phrase pareille. Mais donc, on a vraiment des épisodes. Donc, les ados sont accompagnés par leur démon de la puberté, leur monstre de la puberté, donc qui leur donne des conseils souvent très très mauvais, parfois de bons conseils. Et donc, chacun a son monstre, chacun a son démon. Et donc, on suit ces pré-ados, puis ces ados, à travers leur questionnement sur leur identité de genre, leur sexualité, leur rapport aux autres, l'amitié, etc., la compétition, l'école. Donc, c'est quand même beaucoup sur la sexualité et les rapports amoureux. Et il y a un épisode formidable dans une des saisons précédentes, justement, sur la sexualité, le sexe pénétratif, la contraception. Et dans cette saison 8, il y a un épisode sur le consentement enthousiaste, qui est vraiment très drôle et qui est très pertinent et très intelligent, et que nombre d'hommes adultes
devraient regarder, puisqu'a priori, la notion de consentement, notamment enthousiaste, elle n'est pas toujours acquise pour beaucoup. Donc regardez, c'est extrêmement drôle, les voix sont géniales. Moi, je meurs de rire à chaque fois. C'est vraiment une de mes séries préférées. Je suis assez triste qu'elle s'arrête, mais elle s'arrête au bon moment. Elle ne tire pas trop sur la corde. C'est déjà très bien. Et ça se regarde facilement et rapidement. Et ben voilà, Big Mouth, c'est donc à voir sur Netflix, 8 saisons à rattraper si vous n'avez pas du tout commencé comme moi. Voilà, ça m'occupera peut-être cet été, par exemple. Margot, tu nous emmènes toi sur arte.tv, on va changer totalement de registre. On parle de consentement enthousiaste. On parle de consentement aussi, bah voilà, avec la série, c'est une série espagnole qui s'appelle Querer. Exactement, et Querer en espagnol, ça veut dire aimer, mais ça veut aussi dire vouloir, et c'est l'une de ces subtilités langagières que j'aime beaucoup parce que certains aimerait beaucoup jouer sur cette ambiguïté. C'est l'histoire de Myrène, quinquagénaire, qui demande le divorce après 3 décennies de mariage parce que son mari a un peu trop confondu les 2 sens du verbe querer. Et donc, en réalité, elle est sous emprise depuis des années. Et la série est très intéressante. C'est une série en 4 épisodes. 4 épisodes vraiment à l'os. Et on va la suivre avec des ellipses entre chaque. Le premier épisode, elle commence dans un commissariat où elle porte plainte parce qu'en fait, elle va porter plainte pour viol contre son mari. Et ensuite, il va falloir qu'elle explique la situation à ses 2 fils qui sont grands. Et c'est très intéressant parce qu'ensuite, on va avoir la vie d'après. Ensuite, on va avoir le procès. Un épisode de procès absolument fantastique. Et puis ensuite, après le procès. Et en réalité, ce qui est très intéressant, c'est à la fois comment la série met au jour vraiment les mécanismes de violence conjugale qui ne sont pas forcément toujours des violences physiques telles qu'on les entend, mais une emprise psychologique, des violences économiques énormes dans cette série. Et la série montre à quel point c'est difficile pour cette femme de refaire sa vie après parce que ça fait des années qu'elle ne travaille pas et qu'en fait, elle devient pauvre, après avoir eu une vie très bourgeoise. Et puis, évidemment, la question du viol conjugal, qui est quand même très compliquée. Mais c'est une série qui n'est jamais aussi intéressante que quand elle s'intéresse justement aux 2 personnages des enfants, puisque ce sont donc 2 garçons, et qui, en fait, ne retirent pas du tout la même chose, même si, au départ, ils sont dans la même situation, ils sont tous les 2 très, très surpris de ce qui se passe, et ils n'ont rien vu. Et il y en a un qui choisit le parti de sa mère et l'autre le parti de son père. Et en fait, la série montre à quel point la violence sexiste patriarcale se transmet de père en fils, à quel point c'est un poison qui ruine les familles. C'est une série signée d'un trio de créatrices, créateurs espagnols et notamment basques. Ça se passe au Pays Basque. C'est vraiment, encore une fois, d'une sobriété bienvenue vu le sujet. Il n'y a pas de musique tonitruante et tout ça. Les acteurs sont formidables. Vraiment, voyez Querer, moi, c'est une des meilleures séries que j'ai vues cette année. Et c'est quand même le Grand Prix au dernier festival Sérimania. Donc, je crois que je ne suis pas la seule à penser. J'allais dire exactement. Visiblement, beaucoup de gens ont pensé comme toi. Donc, ça s'appelle Querer. On le redit. 4 épisodes, c'est à voir sur arte.tv et sur la chaîne YouTube aussi d'Arte. C'est en accès libre. Il faut aussi le rappeler quand c'est gratuit. C'est pas mal aussi. Merci Margot. Fidèle parmi les fidèles encore de l'émission cette saison. Merci beaucoup pour ta présence. Je rappelle qu'on peut te lire, te voir, t'entendre pour analyser, critiquer les séries, faire des interviews aussi de ceux qui les font ou ceux qui jouent dedans. C'est sur France Inter, dans 3 couleurs, sur Filmo, Sorociné, dans Je Bouquine, voilà, dans plein d'endroits différents, sur plein de thématiques. Et merci Nora d'avoir été là. Présidente, je rappelle, de l'association des critiques de séries, également une fidèle de l'épisode suivant pour cette saison. Merci beaucoup. Et je rappelle donc que ton enquête Violence en cuisine, une omerta à la française est toujours dispo en librairie. Je crois même qu'il a été réimprimé déjà. Tout à fait. Donc, on n'est pas prêt de le voir disparaître des rayons. Foncez l'acheter, c'est passionnant. Et ça va jeter un nouveau regard, je pense, pour beaucoup de gens sur ce qui se passe dans les cuisines des restaurants qu'on aime pourtant fréquenter. J'espère. Voilà, mais on regarde les assiettes un peu différemment. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission. Elle est à revoir, comme toutes les autres, en replay sur YouTube, sur la chaîne de Tech & Co, sur le site de Tech & Co aussi, en podcast partout. Bref, vous connaissez maintenant toutes les plateformes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.